Là, on est de retour en live, donc rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Hein. Alors nous, on a plus de retour. Nous, c'est... Retourless. Non mais tu vois, c'est ça, c'est du... limite, c'est votre imagine. Ouais, c'est ça. limite. Voilà, là on est dans le Yippee, concept Petit Prince. Quoi. Kai, yeah, c'est ça. C'est ça. Dessine-moi un retour. Voilà, dessine-moi un retour. Est-ce que on nous entend? On va voir, ça il faut... Est-ce qu'il y a des... Ok, donc on a un retour. Impec, c'est fluide. Bon, C'est impec, vachement mieux. c'est fluide. Voilà, donc on va faire un rebonjour à tous. On va la refaire. Vous savez On quoi, c'était recommence l'échauffement du tout à début l'heure. parce que là, On voilà. va la refaire parce que là, c'était... Voilà, donc bonjour Maxime. Salut Cédric. Voilà, ça vous, je vous présenterai tout à l'heure. Hein, vous êtes, Voilà, c'est comme vous, si vous c'est de étiez... côté pour C'est l'instant. comme si vous n'étiez pas là. En plus, Bruno, si jamais tu te mets un petit peu bien, tu peux être un inconnu, genre tiens un logo Cinescape sur la tête. Ça peut, voilà. Hop là, voilà, on voit pas. Moi, arrêtez de vous rouler des pelles. Il se roule des pelles. Bon, c'est le deuxième numéro donc de Sculpture au point, donc l'émission où on sculpte et où on pop culture, on pourrait dire ça comme Je suis ça. d'accord avec toi. Donc la sculpture évidemment, c'est Maxime. Bonjour Maxime, je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième ça nous numéro. fait très plaisir Et aussi. avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même revenir sur le numéro précédent qui était sur Venom, puisque c'était la sortie du film. Ça, qui était il y a 3 semaines déjà. Il y a 3 semaines, puisqu'il y a eu la Comic Con entre-temps, c'était complètement fou. chargé. Complètement fou, c'est bien Ouais. passé la Comic Con. La folie, franchement. Tant mieux. Tant mieux. J'ai ramené un gant de Thanos avec Ça, lequel je m'amuse. C'est la Exactement. Ouais, folie. Non, enfin, il y avait plein de trucs sympas. J'ai rencontré plein de gens. Dean Kane, et encore une fois qu'on a rencontré, franchement, Kane pack Superman à nous, ça fait trop la classe. Franchement, c'est. Et des futurs partenariats peut-être avec l'anime. Ah bah ouais, ça j'étais content. Ouais, Ah, ça ça, c'est c'est très cool, très ça, c'est content. grâce à Bah, enfin, grâce à votre talent, les mecs quand ils ont vu les bagues, mec ils ont louché quoi. Donc je peux comprendre, voilà, c'est normal. Et en parlant de bagues, la dernière fois tu avais sculpté, tu avais fait juste le modèle en cire, Oui. parce que sinon ça prend beaucoup plus de temps, de Venom. Et il a fallu, hein, parce que j'ai été un peu taquin avec toi, il a fallu que tu me prennes au mot. Et quand je t'ai dit, ah, c'est peut-être pas Venom, il a pas 2 rangées dedans, mais toi tu en as rajouté une à Voilà. l'intérieur. Donc essaye de la Je vais montrer. essayer d'un peu plus montrer ça. Donc voilà, on va vous caméra. montrer la bague qui est terminée, donc il a coulé. Donc deux alliages, donc le Galaxium qui est un alliage chrome cobalt et le bronze pour la langue. C'est ça. Et en fait, donc là, Tu as laissé le Galaxium cuire un petit peu plus. Voilà, vous avez une petite pour le couleur noir. sur Venom, complètement noire. La bague, moi, la langue qui est entièrement en bronze. Et à l'intérieur, on a fait 2 rangées dedans. Voilà, vraiment, je l'ai un petit peu finolé le lendemain pour pouvoir l'envoyer. Ceux qui ont suivi les stories et les posts ont pu voir l'évolution Tu de as la passé une bague. petite journée de travail encore. Hein, Ah oui, facile. voilà, Moi, hein, même 2 jours parce que le même temps plus. de calculer les couleurs, le grattage, mine de, les dents, tu vois, des fois j'avais des petites Non, bulles bah, je entre te les dis, le dents. concept de l'émission, du coup, il est. Voilà, là on est. Mais tant mieux, parce que ça, tu peux pas faire les choses autrement que Ah non, bien. ça, Ça, c'est c'est clair. toi. Ça, c'est Donc voilà, donc cette bague, ce qu'on disait, c'est que du coup, tu as décidé donc d'en faire un modèle unique. Hein, donc ça, Exactement. celle-là, elle n'existera plus sous cette forme, la bague. tout à fait. Ouais, Sauf si quelqu'un te la commande, enfin, Même pas, non, ça, franchement, j'ai juste envie d'en faire une. Parce qu'en fait, celle-là, elle a tellement de détails que même si je voulais la refaire, celle que je referai après, elle sera jamais aussi bien détaillée que celle-là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de la vendre. Alors, à Paris, j'ai eu des propositions pendant la Comic Con. Et c'est pour tu ça aurais dû accepter, mon pote. Moi, je te ouais, le dis. mais du coup, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas la proposer aux enchères. Moi, dans tous les cas, cette bague, j'y ai vraiment mis une grosse partie de moi-même et la vendre en dessous de 600 €, je me verrais pas la. Enfin, c'est pas Donc, tu l'as possible. mise aux enchères sur eBay. Ouais, Elle est voilà. actuellement aux enchères. S'il y a des gens intéressés, qui nous contactent, on l'a mis sur eBay, mais vous pouvez nous contacter mon message privé, bien évidemment. Hein. C'est voilà, là on est vraiment sur l'objet, la sculpture, sur l'objet unique. Je veux dire, on peut pas dire que c'est une simple bague. C'est pour ça. Surtout, vraiment, quand tu sculptes un visage comme ça, tu t'attaches vraiment à beaucoup de détails, donc c'est hyper important. Là, ce soir, on va refaire d'autres bagues, mais ça va être, je dirais, complètement différent, puisque on va partir de logo, ça sera plus simple. En plus, on va les faire gagner au prochain épisode, donc vous verrez. Voilà, celle-là, à la limite, un truc que je pourrais faire, parce que j'ai un client qui m'a donné cette idée que j'ai trouvé très intéressant, c'est pourquoi pas la décliner en peut-être 5 bagues en pur Galaxium. Celle-là, ultra finition, la laisser telle qu'elle, c'est la seule, voilà, effectivement. La dupliquer et en faire 5 avec moins de détails. Mais voilà, qu'il y en ait 5 autres de Venom, on va dire créer 5 autres symbiotes, mais voilà, pas avec la même couleur, bien évidemment, que pur Galaxium. Mais bon, ça reste un projet, à voir. On verra en fonction s'il y a des gens En tout cas, intéressés. voilà, Voilà. celle-ci, c'est le C'est le modèle unique. à emporter et elle a le prix de ton cœur et de ton travail aussi, parce que c'est pas qu'un prix Ouais, de cœur, c'est un prix c'est ça. de travail aussi. Donc voilà, elle est. Je vais la Si laisser là Cyril pour peut l'instant. mettre peut-être le lien eBay sur le chat à un moment ou à un autre, puisqu'il y a encore Cyril à la technique et on lui dira bonjour tout à l'heure. On lui fera un gros bisou parce que un peu de loin parce qu'il transpire, il transpire. Tac, donc je vais pas montrer c'est de Inception quoi.
C'est après qu'on présente. C'est un écran qui montre un écran. Elle est là, voilà. C'est ton compte eBay, Non, je vais faire enchérir. De toute façon, il suffit. Enchère maximum. 3 000 €. C'est pour Bruno, ça passe. Voilà. Ça passe. Ouais. Non, mais il suffit tout simplement sur eBay de taper Back Venom. J'ai regardé. En fait, c'est la seule. J'ai envie de te dire, mais personne d'autre qui a fait des Back Venom. Voilà. Donc, c'est plutôt simple à trouver. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Ceux qu'on a teasé déjà depuis plus d'une semaine. Oui, non, mais je pense que ce qui est au milieu entre nous deux, ceux à quoi on joue depuis. Les gens commencent à savoir. J'ai besoin du. Ouais, s'il te plaît. Donc on part sur toujours pareil, le principe du live. Ceux qui ne savent pas, c'est voilà, de la sculpture, de la pop culture. C'est bien, exactement. Slogan, tu vois, ouais, ça saute naturellement. C'est naturel. Faut jamais brainstormer en fait. Non, ici, je vois pas l'intérêt. Non, moi non plus. Sculpture au point, figure au point. On la met de côté cette Back Venom. Ouais, tu peux la récupérer. On la met de côté, on va la mettre ici. Ceux qui veulent des informations, s'il y a des questions évidemment sur le chat, vous pouvez intervenir à tout moment. Ça, vous le savez, c'est aussi votre émission. Vous intervenez. On est sur Twitter, on est sur Facebook. Donc voilà, il faudra. N'hésitez pas à intervenir et nous on vous. Tu n'arrives pas, je commence moi. Attends. Tranquille. Je vais te le retrouver avec celui-là. Allez, je vais commencer comme ça. C'est bon, tu l'as ? C'est ça que je veux. Merci Bruno. Ça fait plaisir. Alors regardez, parce qu'on a tout prévu ici, donc il y a la petite musique. Comment on est niveau retour son, mon cher Cyril, on est bien ? Est-ce que tout le monde nous entend ? On est plus sur Twitch. En fait, on fait une soirée entre nous. C'est ça. On est bon ? Ah, il sait comment gérer sa lumière. Dis-moi si on est bon, Cyril. Ouais, c'est bon, on est bon. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Il y a 30 ans, Die Hard, c'était un mec pieds nus dans un grand immeuble. Un film culte qui a coûté 28 millions de $, qui en a rapporté 140 dans le monde entier, sans compter les produits dérivés et les suites de la franchise, car malheureusement pour certains, et tant mieux pour nos plaisirs coupables, on ne pouvait en rester là après ce premier opus qui a donné lieu à 4 suites, une autre en préparation, des comics, des jeux vidéo, des figurines. Il a inspiré de nombreuses personnes, vous allez voir, on en a une autour de la table. Mais Die Hard, avant tout, c'est 39 fucks, 36 otages sauvés, 10 terroristes tués à l'écran, une chute de 30 étages, plus de 16 mètres à ramper dans des conduits d'aération, un yippee-ki-yay motherfucker, donc légendaire. Levez vos chaussures, levez vos chaussettes, trouvez une carpette sur laquelle marcher et faire des points avec vos pieds, détendez-vous. Ici, le Commis des Comics, nous sommes avec Nous sommes des héros, c'est le Sculpture au point, spécial Die Hard, et ça commence tout de suite. Normalement, il est censé y avoir un générique, mais on n'en a pas. Donc, on va faire un petit générique Sculpture au point. Sculpture au point. Donc voilà, on va présenter les invités qui ont bien daigné venir ce soir. Il n'y en a qu'un, donc ça va être très simple. Bonjour Florent, enfin on te présente. Il y a le Marty mexicain aussi. Tout le monde se demandait mais qui c'est ce beau gosse qui est là depuis tout à l'heure et tout, on le connaît pas. C'est Florent qui est le fondateur de Cinescape. Cinescape, ceux qui suivent Nous sommes des héros, vous connaissez un petit peu, ceux qui ne suivent pas, vous allez connaître. Cinescape, c'est trois salles d'escape room, donc 3 escape rooms. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous présenter le truc très brièvement, puisqu'on va revenir sur toi après, si je puis me permettre. Ok, salut à tous. Du coup, Cinescape, c'est à la Peinture Yvonne, avec donc 3 salles, donc une sur Die Hard. C'est pour ça que tu es là. Après, on pourra parler des autres, voilà. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Une sur Die Hard, et même vous allez voir, même si c'est évidemment inspiré de Die Hard 3, on trouvera quand même des similitudes avec ce qui fait l'essence de la série. Avec nous aussi ce soir, Bruno. Ça va, Bruno ? Ça va. Bruno, merci de suivre le live. De rien. Qui a sa chronique ? Bruno qui aura une chronique, puisqu'on va parler ce soir, on va parler de tout. On va parler évidemment du film, de ce qu'il a créé, de ce que ça a fait. On va parler de comics, parce que moi si je suis là, il faut forcément parler de comics. On va parler sculpture et bac, ça c'est normal, et on va aussi parler de jeux vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a des sacrés geeks autour de la table, et que dès qu'on dit jeux vidéo, Die Hard, et j'ai dit et Bruno justement va faire sa chronique sur les figurines. Voilà. Alors je crois que tu veux qu'on refasse la dernière scène de Seven, Bruno. Non, en fait, pour faire simple, pour ma rubrique donc concernant les figurines autour du premier film Die Hard, je me suis centré que sur cet épisode
pour les figurines. Tu as raison, c'est l'épisode qui fête ses 30 ans. Voilà, un petit teasing. Je veux que tu gardes cette boîte et qu'on ouvrira durant à la fin de ma chronique. Voilà, Alors, moi je t'explique. J'ai cru comprendre que tu allais parler des petits problèmes de Die Hard. Donc à tout moment, si tu parles trop mal de Die Hard, j'ouvre et je casse ce qu'il y a dedans. L'écrase. Non seulement je casse et je chie dans la boîte. Voilà. Son chat. Au moins, c'est dit, tiens, je la mets là. C'est ça. Voilà. C'est un chat, c'est un animal. C'est une fausse couche. Non. Ça c'était un peu. Mais tu vas kiffer. On va tous kiffer. Je vais la garder là. Voilà. On va commencer évidemment donc par envoyer Maxime en warm-up, parce qu'on appelle la warm-up session. Et Maxime, alors il faudra peut-être que Cyril, tu sois assez réactif sur le coup, parce que j'ai pas l'image et qu'il va falloir la trouver. On va, alors elle est ici. Moi j'ai envie de m'inspirer de ça. Envoie-lui sur Messenger le warm-up de Maxime. Et Maxime ce soir il est chaud. Il est chaud brûlant, il veut faire des bagues, il veut pas. La semaine dernière c'était un warm-up avec les yeux bandés et tout. Non, cette semaine on a dit on va faire un warm-up sérieux. Il va devoir sculpter le logo du Nakatomi Plaza. Vous savez, ce Nakatomi Plaza. Donc le faux logo qui a été créé pour l'occasion, puisque le Nakatomi Plaza n'existe pas. Le logo. On va vous le montrer. Et on a trouvé un logo avec une petite variante, et ce qui représente aussi bien Die Hard. C'est un logo avec une trace de pas ensanglanté, représentant évidemment le pied de John McClane, et qui est tout sanguignolant parce qu'il n'a pas de pansement anti-ampoule. Donc vous allez voir ce petit logo qui a été créé. Je le montre vite fait, voilà. On sait jamais. Ouais. Hop. C'est bon. De toute façon, voilà. Je l'ai envoyé sur Insta. Sur Facebook, pardon. Sur Messenger. Message privé. Alors, tac, j'essaye de me rappeler du... On fait un gros big up aussi, parce que pour l'épisode de ce soir, moi je me suis en tout cas beaucoup appuyé sur le Rokirama hors série, le dernier Rokirama qui est sorti. Rokirama, c'est à la base un fanzine, mais c'est une qualité exceptionnelle sur tout ce qui est film et pop culture. Donc là, c'est un hors série spécial Die Hard. Je me rappelle jamais du nom complet de celui qui l'a édité. Il s'appelle, excusez-moi, il s'appelle Stéphane Moïsakis, et on lui fait un gros bisou, parce qu'ils ont quand même eu, ils ont donné la parole vraiment aux gens qui l'ont fait. Donc ils ont eu McTiernan en interview, ils ont eu le premier scénariste, le deuxième, Ade Souza. Ils ont eu une interview du mec qui a fait qui a fait certains effets spéciaux, qui a fait les maquettes. Ils ont eu plein de gens. Et donc c'est super intéressant d'aborder Die Hard comme ça directement par ceux qui l'ont fait, et pas juste une simple analyse qui est tout à fait valable aussi, puisque Die Hard, ça reste quand même un monument de film d'action qui a donné lieu à pas mal de choses. Donc on va commencer par le film, et après on verra les gens qui l'ont inspiré et ce que ça a inspiré d'autres. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur la... Rien de particulier. Est-ce que je peux y aller ou pas? C'est pour savoir. Du coup, on a dit que tu avais une demi-heure, mais petit clin d'œil. Voilà, j'ai envie de te dire petit clin d'œil à toi. C'est vrai, parce que c'est quand même grâce à toi que ce modèle existe. Et oui, parce qu'avant tu avais le modèle du film. Ouais. Alors qu'il fallait du comics. Exact. Bah oui. D'ailleurs, il faut que tu me la laisses. Oui, c'est vrai, il faut que tu la polisses un petit peu, parce qu'elle elle a fait la guerre. C'est ça. Tac. Donc on part de là. Allez. On y va, et nous on va parler évidemment du film. Alors on va commencer par une petite genèse. Une petite genèse du film, puisqu'à la base évidemment, Die Hard c'est un livre. C'est un livre, tac, il faut que voilà. Donc c'est une petite rubrique qui sera intitulée Rien n'est éternel sauf Die Hard, puisque le bouquin originel s'appelle Nothing Lasts Forever, qui veut dire en anglais, Bruno, rien n'est éternel. Bruno, rien n'est éternel. Bruno, je pensais que c'était bilingue. Je connais la traduction du Die Hard, mais pas de ça. Dur à tuer ou mourir dur, ça dépend. Ouais. Ça dépend si tu es Hugh Hefner ou c'est complètement. Donc c'est quoi? C'est partir durement. Ouais, c'est direction du pendu à la fin. C'est ça, exactement. C'est le prochain sujet le prochain Sculpture au point sur la direction du pendu. On a déjà les bijoux en plus en pendant. Ah oui, c'est vrai. Mais bon. Donc, avant d'être un film, donc Die Hard évidemment, c'est un livre de Roderick Thorpe qui est intitulé Nothing Lasts Forever. Ah, tu l'as défoncé le Punisher. Ouais, là, tu vois déjà je l'ai retourné. J'ai cassé la mâchoire. Ok, on manque de respect au Punisher. Bon, très bien. C'est intitulé Nothing Lasts Forever, et vous allez voir qu'il y a quand même quelques différences entre le film et le livre, et c'est ça qui est assez intéressant à relever. Déjà, ce roman, c'est la suite d'un autre, et merci Jasper Stowe qui nous suit.
C'est la suite de The Detective, qui est le premier roman de Frederick Korb, qui met en scène le flic Joe Leland et qui a été adapté par Gordon Douglas en 1968 avec Frank Sinatra dans le rôle titre. Mais si ce premier roman est très introspectif, on est vraiment dans la psyché du détective. Le second a été écrit vraiment dans le but d'être adapté au ciné, et donc avec une visée action qui est très évidente. Ah, il savait déjà qu'il avait envie de le mettre au ciné, quoi. Il voulait que ça soit adapté en film. Ouais. Il voulait. Après, voilà. Après, il savait pas forcément à la base, d'accord. Non, ils n'étaient pas sûrs. Et d'ailleurs, c'est Sinatra qui était pressenti pour empiler, sauf que ça traîne et on verra qu'après la star, elle est beaucoup trop vieille pour le faire. Donc tout ce qui est au niveau des scènes d'action, on les retrouve. Mais, et j'ai lu quelques extraits quand même du livre, je me base aussi beaucoup sur l'article de Monsieur Bordas dans Rokirama, mais j'ai quand même lu quelques extraits du livre, on va les comparer, c'est rigolo. Les scènes d'action sont fidèles, le toit qui explose et tout ça, ça y est. Sauf qu'il y a des différences majeures, notamment au niveau des personnages et de leur caractérisation. Donc vous avez une scène au début pour montrer vraiment que c'est un barjot, c'est un vieux barjot à la base, ce mec. Parce que le détective, il est vieux, c'est plutôt un soixantenaire. Vous avez une espèce de scène où il prend en chasse un chauffard dans un taxi là, dans New York quand il va à l'aéroport. Donc il y a une scène qui a complètement disparu de Die Hard. Donc il lui montre que c'est pas cool de foncer en bagnole. Vous avez aussi un truc qui est assez important, un personnage assez important qui apparaît à peine en clin d'œil dans le film, c'est le personnage de Kathy Logan. C'est une hôtesse de l'air que, alors j'allais dire McClane, mais que Joe Leland drague dans l'avion et avec qui il communiquera un petit peu pendant tout le bouquin par le biais de la radio et des médias. Donc elle, c'est juste, on voit qu'il fait un petit regard... il y a un petit regard gêné échangé entre Willis et une hôtesse de l'air au tout début. C'est la seule trace qu'on voit dans le film. Mais voilà, ça, si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner, quoi. Et par contre, voilà, le changement se réalise au niveau de la toute dernière scène. Parce que vous allez voir, donc je l'ai par ici. Tac. Donc la dernière scène, c'est ça. C'est, donc le terroriste ici s'appelle Tony et pas Hans. Donc c'est le petit Tony. Le petit Tony. Et donc je vais vous lire la dernière scène qui a été radicalement changée. L'autre différence, j'aurais peut-être commencé par vous dire ça aussi, l'autre différence c'est que McClane, évidemment, à 60 ans, c'est pas sa femme qui vient voir, c'est sa fille qui travaille dans ce building. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est pas le... Oui, Leland, donc il a 60 ans, il a été rajeuni. Il n'y a pas d'agent du FBI dans le roman. Argyle, il est rajeuni aussi dans le film. Le Takagi, en fait, c'est un Texan dans le livre, il s'appelle Rivers. Et le Nakatomi Plaza, en fait, c'est le Klaxon Building. Et donc, le Klaxon, c'est le building de Rivers du Texan. Et c'est plutôt un mania pétrolier. Et dans le film, on a vraiment affaire à des terroristes qui ont une idéologie. Tony le Rouge, il s'appelle. Donc, c'est vraiment les terroristes communistes de l'Allemagne et des pays de l'Est dans les années 60. Proche un petit peu de la bande Abadère. Donc, lui, il y a vraiment une vraie idéologie terroriste qu'on perd un petit peu dans le film à moitié. On y reviendra. Et donc la dernière scène est radicalement changée puisqu'on nous dit Tony va s'écrouler contre la fenêtre, la faisant céder de son poids. Jusque-là, vous revoyez le professeur Rogue en train de partir, agrippé à Stéphanie. Donc Stéphanie, c'est Holly, donc c'est sa femme, sa fille, là, pour le coup, par son poignet et sa montre. Là, vous commencez à voir venir le truc. Il tomba, l'emportant avec lui dans sa chute. Il était déjà mort. Leland entendit Stéphanie crier jusqu'en bas. Dehors, les gens criaient et applaudissaient. Leland cria, lui aussi, retenant le cri de Stéphanie aussi longtemps après qu'il ait disparu de la terre pour toujours. Donc vous avez compris, dans le livre, en fait, sa fille meurt. Carrément. Sa fille meurt. Donc ça finit en mode ultra tragique. C'est beaucoup tragique. plus sauvage, grave. C'est très très sauvage. Et donc, bon, évidemment, c'est pas passé à l'écran. D'autant que vous allez voir que le scénariste, il ne trouvait pas comment l'adapter, qu'il a trouvé un angle un petit peu plus, différent. Parce qu'il trouvait juste que c'était trop... Bah, après, ça non, pas que c'était trop violent, mais juste que lui, il ne trouvait pas comment... Il voulait quelque chose... Il ne trouvait pas comment aborder ce scénario. Le scénariste s'appelle Jeb Stewart. Et vous allez voir qu'il a trouvé quelque chose d'assez malin. Et voilà, on perd vraiment ce côté complètement tragique. Dans la première adaptation, parce qu'il y a eu 2 adaptations en fait, en scénario. La première, celle de Jeb Stewart,
qui lui, c'était un petit contrat qu'il faisait entre 2 contrats pour Disney. Il travaillait pour Disney, mais il est très vite passé à autre chose. La Fox lui demande un script comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Donc maintenant, on s'imagine Die Hard, c'est un truc de fou, mais à l'époque, c'était rien du tout. C'était un petit projet de la Fox qui n'était pas digne d'un intérêt monumental. Et donc, Stéphane Moïsakis interview donc Jeb Stuart et donc il explique un petit peu ce qu'il a fait. Et lui, il disait qu'il trouvait pas de. C'était un tout jeune scénariste, il avait 31 ans, donc déjà c'est plus compliqué de se mettre dans la peau d'un personnage de 60 balais quand il n'y en a que 31 et que voilà. Donc quand il lui demande d'adapter le roman de Thorpe donc pour le grand écran, lui il a su insuffler des éléments très personnels dans ce scénario qui est devenu culte. Depuis, il raconte qu'il ne savait pas trop justement comment s'approprier cette intrigue qui était ultra triste, ultra violente à propos d'un mec qui était un sexagénaire alors que lui il est âgé de 30 ans comme je vous ai dit. Et c'est une dispute avec sa femme qui va lui faire avoir le déclic. Une dispute avec sa femme parce que évidemment comme beaucoup, on est beaucoup ici, bon, elle avait raison, il avait tort. Voilà. Mais il lui dit pas. Et il s'en va. Au lieu de s'excuser, il s'en va puisqu'il il repartait travailler dans son bureau. Enfin, à l'époque, les scénaristes étaient très mal payés, donc il enchaînait, il avait un bureau. Donc il est rentré bouffer, ils s'en disputaient et il est reparti travailler sans s'excuser. Et ça lui trottait dans la tête. Il savait déjà qu'elle avait raison, il était assez honnête. Il allait se faire défoncer après. Non, pas forcément se faire défoncer, mais il avait quelques regrets. Et il était dans ses pensées, il n'a pas vu que des voitures évitaient quelque chose et il a pris un carton de réfrigérateur sur le pare-brise pendant quelques secondes. Donc il a flippé. Il a cru qu'il allait voir, qu'il allait se cracher et que ça allait être la fin, quoi. Et bon, tant mieux, ça n'a pas été le cas. Il a réussi à évacuer le carton, mais il s'est quand même garé sur le bas-côté. Et le problème, c'est qu'au lieu de rentrer, de s'excuser parce qu'il a quand même réalisé qu'il pouvait perdre sa vie et que ça aurait été con de finir comme ça, lui, il a trouvé l'idée pour son scénario, donc il est quand même allé dans son bureau et il a décidé que Die Hard, en fait, au cœur de Die Hard, ça serait une dispute d'un couple. Et donc il a fait de ce récit en fait l'histoire d'un homme trentenaire pour le coup, à peu près un peu plus, qui aurait dû s'excuser auprès de sa femme, qui s'en rend vraiment compte lorsqu'un drame survient. Et là, le drame, c'est pas un carton de réfrigérateur, mais c'est bien une attaque de terroristes braqueurs, comme on verra par la suite. Donc la dispute, c'est au tout début du film, quand John McClane réalise que Holly a abandonné son nom de femme mariée pour revenir à son nom de jeune fille. Et donc voilà, Hans Gruber qui arrive et qui provoque cet élément déclencheur. Lui, il a construit ce film et on verra qu'après, c'est quand même un sacré mélange des genres. Il a construit ce film comme un film de suspense, plus qu'un film d'action. D'accord. Parce qu'après tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 morts pour un film d'action, ça fera pas trembler un poil de testicules de Schwarzenegger, parce que Schwarzenegger il a déjà tué 10 Commando, personnes juste avant le générique, quoi. Juste avant le générique. Quand il y a son nom, le nom a tué 10 personnes. C'est l'apéro, c'est que l'apéro. Donc on va voir comment il a su créer un héros. Le film quand même est repassé dans les mains d'un collaborateur. Il s'est fait virer lui par McTiernan, Jeb Stuart, mais gentiment, viré avec une petite caresse. Juste il fallait, il y a eu une explication. En fait il fallait aller très vite. La production c'était 6 semaines, donc il fallait aller très très vite sur les décisions et tout ça. Donc McTiernan a décidé de prendre le réalisateur avec qui il avait travaillé auparavant, qui s'appelle Steven Souza. C'est pour ça qu'il y a plein de Souza, pardon. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a plein de faux raccords dans le film Je sais pas. Non, c'est bon, j'arrête. Je vais ouvrir ta putain de boîte. J'arrête. On n'est pas dans Seven. Alors les faux raccords, on verra. Tu verras. Moi, j'ai pas du tout travaillé cette rubrique. Je te laisserai faire. J'irai pisser. J'irai pisser pendant que tu fais ça. Non, voilà. Donc lui en fait, ce qu'a fait De Souza, c'est il est venu un petit peu mettre le côté blockbuster. Parce que McTiernan voulait absolument que le toit explose, ce que ne voulait pas forcément Jeb Stuart, qui trouvait que c'était trop abusé pour un film comme ça et que c'était pas, qu'il n'y avait pas trop, il n'y avait pas trop de pertinence à faire ça. Mais bon, le mec lui a dit, écoute, il y a $10 de place de ciné, les gens ils en veulent pour leur pognon. Tu vas exploser des trucs. Tu vas me faire sauter le toit. Donc voilà, c'est lui qui a aussi qui a réussi à concilier. McTiernan ne voulait pas faire le film à la base parce qu'il trouvait qu'on ne pouvait pas se divertir d'un film avec des terroristes. Donc il a fait basculer le terrorisme, le fond de terrorisme allemand à un film de braquage
Et donc c'est lui aussi qui a apporté toute cette espèce de coffre qui est complètement, comme dirait Chirac, abracadabrantesque, et complètement pas crédible au final si tu réfléchis, mais tellement c'est bien présenté, c'est bien mené, c'est bien apporté au bon moment que ça passe tout seul. Lui, il s'est dit, en fait, ils ont décidé de fluidifier l'intrigue en court-circuitant le terrorisme avec le braquage et en privilégiant la communication avec la police via le talkie-walkie, parce qu'à l'époque, le talkie-walkie, c'était plus trop la mode, la radio CB, il n'y avait plus que les taxis qui l'utilisaient. Donc ils l'ont mis quand même, mais ils ont préféré quand même le talkie-walkie. Ils l'ont mis avec Argyle dans la limousine en bas. Et donc voilà, et on apprend aussi que De Souza, il était très proche de McTiernan et c'était assez rare à l'époque que le scénariste soit sur le plateau. Parce que c'est emmerdant, apparemment, je ne savais pas moi. Mais quand un scénariste est sur le plateau, c'est emmerdant parce que des fois, le personnage principal ou les acteurs viennent le voir pour lui demander des conseils sur le jeu ou quoi. Et ça peut fusiller les intentions entre deux prises qui ne sont plus les mêmes. Et donc, ça les fait chier, les réalisateurs, quand il y a le scénariste en plateau. Ils préfèrent que ça soit une bonne fois pour toutes et basta. Et là, c'est plutôt bien parce qu'il y a quand même une scène qui peut-être... Enfin, moi, c'est peut-être ma préférée dans Die Hard. C'est la scène de la rencontre entre Hans Gruber et John McClane, vous vous en souvenez? Tu t'en souviens pas? Quand il rencontre, il monte en fait, Hans Gruber monte checker les explosifs et il tombe sur McClane et il se fait passer il le sait pas encore à ce moment-là. Pour un otage. C'est ça. Il se fait passer pour un otage. Et donc il y a cette espèce de scène d'ultra tension parce que toi tu sais pas qui est dupe de qui, tu sais pas qui, tu sais pas si l'autre il sait. J'allais dire Bruce Willis. John McClane, il finit par lui tendre un flingue et lui dire écoute, on va se protéger. Il lui tourne le dos, il y a un putain de travelling avec la caméra où d'un coup tu vois l'autre qui est en train de le braquer et où tu comprends que, et au final, clac, il a pas chargé le flingue. Et donc cette scène, en fait, elle a été écrite sur le tournage, improvisée. Alors improvisée, elle a été écrite, mais improvisée comme ça sur le tournage parce que De Souza, il a entendu un jour donc Hans Gruber, qui est anglais, imiter l'accent américain et faire l'accent un petit peu de surfeur, la chewing-gum, et donc il a dit mais ça va passer, en fait on va faire ça, on va créer cette scène, et donc c'est une des meilleures scènes du film, et elle aurait pu ne jamais exister. Donc voilà, c'était l'improvisation, la genèse de Die Hard, et c'est comme ça que le film en est venu à être ce qu'il est aujourd'hui. Donc avec le travail d'un mec qui l'a adapté pour un roman, quoi, qui a écrit le roman, et de deux types, et de la vision d'un réalisateur qui l'ont adapté sur le grand écran. Cyril, est-ce que tu es chaud ou pas? Tu es chaud, tu es dessus. Voilà. Parce que maintenant, on va parler de la naissance de l'anti-héros. Die Hard, c'est quand même le film d'action gauche, et vous verrez pourquoi, on y reviendra après. De gauche gauche. Et il y aura de gauche, tu verras. Parce qu'il y a une lecture anticapitaliste de Die Hard que je me ferai le plaisir de vous faire, vu que ma personne est sacrée. Je trouve ça totalement naturel. On est d'accord. Donc, par contre, vu qu'on va parler de la naissance, je crois que Cyril, tu as une petite chronique mignonne que tu vas nous faire avec plaisir. Donc Cyril, c'est notre régisseur. Est-ce que je t'ai représenté juste, hein? Je t'ai pas présenté juste après. Mais je vais te faire un gros bisou maintenant et je vais te dire voilà, bravo d'avoir monté tout ça parce qu'on a eu des petits problèmes de drop. Merci. Nous, on comprend rien. Nous, on est là, on est installé, on mangeait des Pringles. Ça, on attendait. Et Cyril transpirait. Donc voilà, on peut lui dire merci. Et c'est le moment de ta chronique. Tu viens avec nous. Viens avec nous. Fais attention. Mais moi, je veux te voir dans le champ, Cyril. Ah, parce qu'il faut que tu sois là-bas. Prends ma place. Il faut que tu sois là-bas parce qu'il y a le texte, c'est ça? Mais non, je n'ai rien préparé, voyons. C'est ça qui est encore mieux. Ça va être de l'impro total, mais c'est magique. C'était surtout par rapport à est-ce que le micro, est-ce qu'on nous entend? Tu vas nous faire une chronique. Alors, je peux annoncer le titre, je peux dire ce sur quoi ça va porter? Ah oui, tu peux. Ça va être l'enfance de John McClane. Alors, l'enfance de John McClane. Simplement, petite chronique très très sympathique. Alors je sais même pas. Avance encore, vas-y. Mets-toi directement à côté. C'est Bruno, il est pas sale, hein, tu peux. Alors on va se mettre là par là, c'est bien. Bonjour Cyril. Donc. Alors c'est cool. Voilà, là on est bien. Bruno, reste checker un petit peu le chat. Parce que n'oubliez pas que vous pouvez intervenir à tout moment sur le chat et on prendra les questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager ce live parce qu'on compte sur vous. Malheureusement, on n'a pas la puissance de feu nécessaire pour arroser Twitch, pour arroser tout le monde. Donc le seul moyen que vous pouvez nous aider, c'est de partager ce live. On vous fait des bisous à ceux qui le font, même à ceux qui le font pas, parce qu'on est gentils.
En tout cas, merci beaucoup. L'enfance de me faire venir pour cette petite chronique. Bon, j'aurais aimé bien la préparer comme il faut, mais bon. Mais ce que tu as bien préparé comme il faut, c'est le live et on t'en remercie. Ouais, ça a été un peu laborieux, mais merci en tout cas dans le chat pour votre support, ça fait plaisir. Donc du coup, John McClane. Alors du coup, j'ai réfléchi un peu à l'enfance de John McClane, c'était assez sympathique. Alors d'un père vitrier et d'une mère pilote de ligne. Il avait l'habitude de se balader à l'école, du coup armé avec des petits pistolets en plastique. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote très sympa. Que peut-être un jour plus tard quand on sera bourré en tout cas. Voilà. Ça rappellera, je note. Du coup, voilà, John McClane, sa naissance, alors du coup, très tôt, il a voulu devenir policier. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui l'intéressait vraiment. Alors à la base, c'était vraiment pour mettre des petits mots, des petits PV à ses camarades qui l'embêtaient à l'école. Ça, c'est bolosser les gens. Et surtout, et après est venue l'envie de vouloir tabasser des gens, etc. Comme tout bon flic qui se respecte, évidemment. On embrasse tous nos amis de la police. À cette époque-là, tu n'avais pas Red Dead pour te détendre, tu vois. Non, tu avais une matraque, tout simplement. Tu tapais sur des vrais gens. Alors voilà, et du coup, vu que j'ai oublié la moitié des blagues que je voulais faire lors de cette chronique, je pense qu'on va s'arrêter là. Écoute, moi en tout cas, moi je note petite. Moi, le papa vitrier et la maman pilote de ligne, c'est la seule que j'ai retenue parce que c'est la seule qui m'a fait rire. J'aime beaucoup, je la note et je la ressortirai, je te la volerai salement. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Écoutez, merci à tous. Et puis merci à toi, même à très vite sur le chat, puisque c'est toi qui regardes aussi un petit peu. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire si tu avais vu des questions, peut-être pendant la genèse. Est-ce que certains avaient des questions ou quoi, si jamais tu en as repéré ou pas. Alors, il y avait des questions qui étaient assez sympas. On avait John McClane à un côté ninja plus que commando. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va en parler justement. Un peu plus d'élégance, effectivement. C'est l'élégance dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Un petit message pour toi, Cédric. Du coup, tu en parles tellement bien que j'ai envie de revoir le film pour la 30e fois. C'est le 30e anniversaire en plus. Donc, qui c'est Stéphane qui est sur le chat, donc ça fait plaisir. Stéphane, quelqu'un qu'on a. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Et ça fait plaisir. Eh bien, merci pour votre participation. Bon. Très bien. J'ai vu aussi qu'on avait sur le chat un John McClane 666. Genre John McClane qui a couché avec Belzébuth. Exactement. C'est lui. Donc, c'est Stéphane. C'est le plus gros fan de Die Hard qu'on ait dans notre. J'espère que tu vas rester sur le chat et que tu vas pouvoir nous éclairer parce que moi, je vous avoue que je suis pas un pro de Die Hard, donc je me suis beaucoup appuyé sur des recherches. Mais si jamais tu restes et que tu peux nous éclairer, n'hésite pas. Il nous a envoyé sa collection de. Et la passion est plus importante d'ailleurs. Quand tu parles de quelque chose, même si tu ne maîtrises pas tout, la passion, c'est vrai, la passion est importante, mais j'ai pas envie de dire des conneries non plus. Alors donc, pourquoi McClane n'aime pas la technologie dans le film? Alors dans quel film? Ou dans les films, parce qu'au final, dans les films, parce qu'aprez la technologie le rattrape dans le. Alors là, moi j'ai vraiment. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Voilà. Est-ce qu'il existe un Die Hard 4 et 5? Voilà. Je vous laisse. Alors. Est-ce qu'il existe un Die Hard 4 et 5, Florent? Déjà, je voudrais te donner un petit peu la parole parce que j'ai pas envie de répondre à cette question moi. Donc démerde-toi, Florent, vas-y. Okay. C'est à toi. C'est bien, merci pour la patate chaude. C'est clair. Donc, le 4 et le 5, non, je suis pas fan non plus. Pour moi, ça s'arrête au 3, clairement. Ok. Donc, on est bien d'accord. Hein, même si il y a l'idée dans le 4 justement de faire, d'embrasser cette espèce de technophobie de John McClane. T'as vu qu'il est passé hier soir à la télé d'ailleurs? Ah non, j'ai pas. Je me suis posé la question, je me dis est-ce que c'était pour nous qu'il allait passer quoi? C'est sûrement pour nous. C'est sur quoi? Sur TF1? Sur TF1. Bah oui, c'est sûrement pour nous. Parce que je sais que t'as tes entrées là-bas, mais bon, quand même, de là à les faire passer ça. Non, pour moi, il y a un Die Hard 1, un Die Hard 2, un Die Hard 3, et après, je ne sais pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être eu un Bruno. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai même pas envie de m'exprimer. Il va te casser le micro, mec. Pour moi, il y a le micro. Alors, Timothy Olyphant, là, le méchant du 4, mais je vais rester poli. Donc, mais dans ma tête, je l'ai insulté déjà 10 fois depuis que j'ai pris le micro. Voilà, dire le scénario est tellement bidon. Et le 5, j'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai même pas pu le regarder jusqu'au bout. Voilà, moi, je veux dire, le 5, moi j'ai essayé parce que c'est pas possible. Les personnages. Je me suis endormi une fois, mais parce que j'étais fatigué, y a pas de problème. La deuxième fois aussi, je devais être encore fatigué et j'ai pas réessayé une troisième ou une quatrième fois. J'ai juste pas eu envie, quoi. Maxime, est-ce qu'il y a un Die Hard 4 ou 5? Alors, voilà, je vais faire énerver des gens. Mais... Il va dire oui. Moi, j'ai aimé Jurassic World 2, quoi. J'ai pas encore vu. Bon, ça y est, on va se faire insulter sur deux fronts différents. Il vient d'ouvrir un front de dinosaure. On avait le front Die Hard, il ouvre un front de dinosaure. Putain, en fait, Max. la question à se poser, c'est quand tu es fan d'une licence, est-ce que tu as envie de la voir continuer ou est-ce que tu préfères qu'elle s'arrête?
Question magnifique. Je pense qu'on va arrêter le live dès maintenant. Non mais t'as raison. Non mais c'est vrai, est-ce que tu as envie qu'il y ait des nouvelles générations qui continuent à en parler? Parce que du coup, nous, ça nous a peut-être pas plu, mais il y aura peut-être des nouvelles générations qui auraient aimé, peut-être certaines personnes qui auraient aimé. Bruno, je t'en prie, vas-y. La question se pose, par exemple, imaginons, est-ce que s'il y avait eu un Retour à le futur 4, on aurait kiffé? Pas forcément. On n'aurait pas été la cible, on n'aurait peut-être pas été la cible. Ouais, mais la trilogie, pour moi, se suffit elle-même. Donc, Die Hard, finalement, je me suis fait cette raison aussi. Mais d'ailleurs, le 1 se suffit à lui-même. Hein. Le 1 et le 3, à la limite, parce que du coup, on retrouve le frère de Hans. Même Max Yernan, il dit qu'il n'y a que le 1 et le 2 qui sont vrais à l'esprit de Die Hard. Pourtant, le 3, avec Samuel Jackson en plus... mais là, alors, il y a aussi un mythe, et alors je pense qui est vrai, hein, et je crois que je l'ai lu dans Rokirama, ou je sais plus où je l'ai lu, selon lequel, on va pas se mentir, Bruce Willis, John McClane, c'est son plus gros perso. Hein, c'est celui qui marche le mieux. Et il y a un mythe qui dit que Bruce Willis, il fait un Die Hard, quelques navets qui marchent pas très bien, même si moi j'ai aimé Red, même si j'aime beaucoup Bruce Willis. Et pour se refaire un petit peu, et pour revenir un petit peu et redorer son blason au box-office et son porte-monnaie, il refait un Die Hard parce que les gens sont toujours au rendez-vous. Je vous rappelle que le Die Hard qui a le moins bien marché, ça reste quand même le Die Hard 1. Hein, au box-office, ça reste quand même le Die Hard 1, donc les gens... Voilà. Et le 2 a très 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 bien marché, le 2. Il n'était pas connu, si tu veux, mais on pourrait, voilà. On pourrait... donc oui, c'est normal, mais je suis d'accord avec toi, si tu veux, mais... Voilà. On n'est plus la cible. C'est compliqué. Moi, mais j'aime bien, tu vois, j'apprécie le fait voilà, qu'ils nous montrent... Et là, ils vont faire un Year One, donc ils vont revenir. Enfin, ils vont faire un truc qui s'appellera McClane. Cyril, déjà, est-ce que tu peux nous dire s'il y a un Die Hard 4 et 5 J'ai aimé Jurassic World 2. J'ai aimé Justice League. J'ai adoré Justice League. Moi, mon film préféré de l'année 2017. Attends, mais attends, tu as esquivé la question avec le live, espèce d'enfoiré. Allez, vas-y. HMB qui nous a dit j'ai bien aimé aussi Jurassic World 2. Bon, déjà, on est bien. Il y a John McClane ici, je me fasse. Qui nous dit c'est comme Indiana Jones 4. On en parle de cette gobe. Ah ouais là. Ah oui, bah pareil. Qui a aimé Indiana Jones 4 ici? Alors. La question est-ce qu'il y a un Die Hard 4, est-ce qu'il y a un Die Hard 4? Réponds-moi, les yeux dans les yeux. Répondez. J'étais très heureux de voir John McClane dans un Die Hard 4, pardon, même s'il est complètement à l'opposé de son rôle. Non mais mec, il détruit un hélicoptère avec une voiture. T'as des flingues. Simplement, il n'est pas centré sur lui, il est centré sur son incapacité à gérer de la technologie et à juste tirer dans des gens. Voilà, moi le film, je te le résume à ça, c'est très clair. Le 5 n'en parle même pas. Voilà, écoute, je pense qu'on est assez clair. On était contents, je pense tout le monde qu'il y a un 4. On l'a vu, on était. Et le 5, ah merde, on t'a quand même entendu. Bon voilà, il y a une espèce de consensus qui se crée autour de cette table. Bon, sur la franchise. Mais c'est vrai que ta question, quand même, elle est très très légitime et on verra. La question se pose vraiment pour les comics. Parce que les jeux vidéo, c'est vraiment du kiff, mais les comics, c'est une tentative de faire vivre la franchise au-delà. Et on verra après ce qu'il en est. Elle est malaisante. Ça dépend laquelle. On verra. On verra. Pour moi. Alors, on va passer maintenant à la naissance, et puisqu'on a vu l'enfance de John McClane, on va passer à ce que ça a créé. John McClane, ça a créé, enfin, le Die Hard, ça a créé un nouveau type de héros. On va même peut-être pouvoir parler de anti-héros, même si je préfère dire néo-héros, ça fait sympa de rajouter néo, ce petit côté sauf néo, quand c'est devant nazi. Là, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Même si j'aime beaucoup Edward Norton. Dans American History X. Il faudrait qu'on fasse un live spécial American History X, mais je ne saurais pas quoi te faire sculpter du coup à part une croix gammée sur un pec. Et là, c'est très très compliqué. Ça en touche à certains publics, mais c'est peut-être pas. Ouais. Non, ça reste un chef-d'œuvre. Ça reste un chef-d'œuvre. Donc, la naissance du anti-héros, un néo-héros et film d'action gauche. Et puisqu'avant Die Hard, le paysage des films d'action. Il est composé de biceps, de testostérone et de testicules en titane, ou devrais-je dire en galaxium, puisque c'est quand même un petit peu plus dans le thème. Même les poils de couilles des héros de l'époque, ils sont en galaxium. Il y a Predator, Robocop, Terminator, Flector, ça c'était pour la blague. C'était pour la blague, mais ça, je suis pas sûr, je l'abandonne. Rambo, Robocop, Commando, Mad Max, L'Arme Fatale, que des héros qui ne flanchent devant rien, devant absolument rien. Qui ne se plaignent pas, même quand ils ont une ogive nucléaire coincée au fond du rectum. En plus, à ce qui paraît,
Des fois, c'est plutôt pas mal. Ça frôle la prostate et tout. C'est Bruno qui m'a dit ça. Puis surtout, donc, aucun problème avec les femmes aussi. Alors que quand même, c'est ça. Lui, pour le coup, il essaie vraiment de résoudre, de sauver, sauver son couple. Il essaye vraiment. Mais ça, on verra. Ça, c'est une partie de l'intrigue qui est géniale. Oui, c'est vrai. Schwarzy dans Last Action Hero, c'est la meilleure pour sa femme. Ah ouais, non, il a une cassette, quoi. Il pose pas de questions. Les héros de l'époque sont vraiment. C'est l'immaculé héros. Hein. C'est le héros parfait qui revient à bout de chaque problème sans souci. Et puis débarque Piège de Cristal. Piège de Cristal qui vient casser tous les codes du film de héros, qui vient casser les codes du film, donc de film en général, de film d'action en général. Il vient casser les codes du héros d'action, il vient redéfinir celui-là. Depuis son casting jusqu'à sa post-production, le film il incarne une espèce de grand écart bien réussi, comme Van Damme, entre deux camions. Puisque dans le casting même, aujourd'hui on en parle, et je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, ça paraît évident que Bruce Willis c'est un héros de film d'action. Ça paraît complètement évident. Mais à l'époque, Bruce Willis, c'est pas du tout un acteur connu pour sa puissance virile. Et là, je vais avoir besoin de toi, Cyril, tu es prêt ? Bon, c'est pas du tout un acteur connu pour sa puissance virile et pour les films d'action. Non, lui, il est tout juste en train d'exploser sur le petit écran avec une série qui s'appelle Clair de Lune en VF, qui est une comédie policière qui a été créée en 1985 aux States, qui a été diffusée sur M6 à partir de 1987, et Paris Première a rediffusé ça en 2006, à l'automne. Le pitch est simple, j'ai pris sur Wikipédia, on fait ses recherches ici. À la suite d'un revers de fortune, Maddie Hayes, donc c'est Sybil Shepherd qui l'incarne, c'est l'actrice, une ex-mannequin, se retrouve directrice d'une agence de détectives privés nommée Clair de Lune. Entre deux enquêtes complètement loufoques, elle entretient des rapports affectifs ambigus et très conflictuels avec son unique collègue, David Addison, qui est nul autre que Bruce Willis. Et vous allez voir, on a des images, et c'est vraiment pas Schwarzy. Alors ici, on n'aura pas le son, mais j'espère que vous l'aurez. Faites attention de ne pas leur exploser les oreilles. Je vous montre les images, vous allez voir que Bruce Willis, c'était pas forcément évident pour un héros d'action. C'est le premier lien qui est sur le petit blog-notes. J'ai tout noté pour que Cyril ne transpire pas plus que ce qu'il a déjà transpiré. Là, on a 2 bassines par terre, quoi. Et une pour qu'il fasse pipi aussi. Ça sent le gaz, c'est normal. Ce n'est pas le gaz, c'est mon fameux produit qui nous permet de nous brûler les narines. Regardez. Ah pardon. Où ça ? Il va arriver. Tac. Ouais, c'est bien. On dirait Hélène Ripley vite fait, mais tu secoues un peu l'écran. C'est Hélène Ripley, quoi. Ripley, ouais. Pourquoi il n'arrive pas ? Je croyais que je l'avais calé au bon endroit. Elle est permanente que d'un côté. Alors regardez, il arrive. Il arrive. Il est habillé en femme. Non. Il va enlever sa perruque. Là, elle demande. Ah bah oui, non, mais je suis con, ils l'ont. Mais pour vous, elle demande qui est le responsable. Et voilà. Allez. Putain, waouh. Il est pas si dégarni que ça pour l'époque. Hein. Non, mais franchement, là, on est hyper chargé en cheveux. Hein. Je suis hyper. Waouh. Après. Allez, waouh. Oui, c'est vrai que niveau virilité. Non, mais après, on peut être viril sans être Schwarzenegger. Hein, mais voilà, là, vous avez. Ouais, il fait des blagues. Pour une époque, pour des années 90, où à l'époque, il fallait être toujours le mec le plus musclé, presque, j'ai l'impression. C'est l'époque qui voulait ça. Maintenant, on est sur des standards complètement différents, mais c'est vrai que là. Oui, donc on est sur le film d'humour de base. C'est bon, Cyril. Merci pour ce malaise. non, mais c'est intéressant. Hein, c'est intéressant de voir. Voilà. À l'époque, en fait, Bruce Willis, il jouait dans cette série. Il avait fait que 2 films. Alors apparemment, il en avait fait plus. Il en avait fait 2 autres, mais où il n'était même pas au générique. C'était vraiment un figurant. Mais il avait fait que 2 films, et les critiques les avaient toujours plutôt démontés. Hein, ils avaient toujours dit que c'était à chier. Blind Date avec Kim Basinger. Hein, donc c'est une espèce de very bad trip en mode comédie romantique. Et donc ça, on a tu vois de quoi je parle, on a l'affiche il l'a mis, qui va vous montrer. Donc c'était un succès commercial qui a cependant mené les mauvais succès pour la critique, qui l'a défoncé, mais quand même un succès au box-office, hein, puisque le film a été rentable immédiatement. En fait, en gros, c'est que c'est une espèce de rendez-vous arrangé par son cousin ou je sais plus trop qui. Il lui arrange un rendez-vous avec Kim Basinger. Ils sont tous les 2 très timides au bout d'un moment, sauf quand elle boit, où ça devient comment il s'appelle, Zach Galifianakis dans Very Bad Trip.
et où elle veut vraiment faire que des trucs hardcore, donc elle le défouraille de tous les côtés, quoi, la bagnole, le ci, le là, elle retourne sa vie, elle lui fait claquer toute sa thune et tout ça, bon, et ils finissent en prison, enfin c'est assez, je l'ai pas vu, hein, mais ça, bon, moi, excellent, extrêmement drôle. Ah, tu connais? Bon, alors Cyril a dit que c'était extrêmement drôle, donc la critique négative. Il a dit qu'il aimait Jurassic World 2 aussi, donc c'est une Jason 4. Moi, mon passage préféré, c'est quand il y a les crânes de cristal. Ce film, ça a mené les producteurs à lui faire confiance, du coup, puisqu'il a été rentable pour un autre film qui s'appelle Sunset, et qui lui se déroule donc dans l'univers pendant la transition entre le cinéma muet et le cinéma avec parole. Et ça se passe, donc c'est des producteurs qui veulent monter un western, sauf que les stars de ce western sont impliqués dans des vraies affaires de meurtre, donc ça nique un petit peu tout. Et là par contre le film s'est fait démonter au box-office et dans la critique. Donc là on est un petit peu plus mal, hein. Là le studio, voilà, donc vous allez me dire pourquoi Bruce Willis, hein, on pourrait se demander. Eh bien parce que c'est très simple à Hollywood, hein, puisque déjà tous les autres ont refusé. Ça c'est assez... J'ai perdu OBS. Comment ça? C'est arrêté. Ah, on a eu un petit... J'ai pas de retour, je sais pas. C'est quoi, le live s'est arrêté? Ouais, apparemment. Petite requote. On est revenu de suite. Est-ce qu'on est en live? Allô à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors, on était en train de... Donc on a eu un petit problème technique. C'est pas grave, vous savez qu'on est en alerte jaune sur Marseille. Il y a des buildings qui s'écroulent. D'ailleurs, on a une pensée pour... Oui, c'est vrai que c'est peut-être pour ça, tout simplement. En fait, ouais, qu'on galère un peu Peut-être que la météo, il fait quelque chose. Hein, c'est l'état de guerre, en fait. Les buildings qui s'écroulent, c'était rue d'Aubagne et pas à Aubagne, pour ceux qui s'inquiéteraient. Non, donc on est en live. Donc voilà, donc on était en train de se demander, du coup, vu que Bruce Willis, il avait fait 2 films et que le deuxième, c'était un four au box-office, pourquoi lui? Eh bien, à Hollywood, c'est très simple, parce que tous les autres ont refusé. La Fox avait proposé ce film à Clint Eastwood, qui a décliné car il ne comprenait pas du tout l'humour du scénario. La Fox, elle était tenue contractuellement de le proposer aussi à Sinatra, qui avait incarné Joe Leland dans l'adaptation au cinéma du roman de Thorpe qui s'appelle Le Détective. Il avait 70 piges, 72. Il était beaucoup trop vieux, il a dit non. Du coup, ils ont dit on va partir. Ça sera plus Joe Leland, ça sera John McClane. Donc, ils partent sur autre chose. Mais la liste des acteurs qui a décliné, elle est longue. Hein. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Richard Gere, James Caan, Burt Reynolds, donc l'icône. Ils ont tous décliné car ils trouvaient le héros beaucoup trop passif. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, les héros ne se laissaient pas abattre par le mal de l'air et par quelques coupures à la voûte plantaire. Et puis en plus, il y avait un petit truc pratique. Bruce Willis, il travaillait juste à côté puisque c'est la Fox qui produisait Clair de Lune et qu'il était sur le plateau d'à côté. D'ailleurs, ça a posé quelques problèmes parce qu'il travaillait du coup jour et nuit. Donc justement, est-ce que, tiens, une petite question pour ceux qui ont fait de la pharmacie. Est-ce que vous pouvez me citer un cachet qui vaut 5 millions de dollars, s'il vous plaît? L'aspirine. Non. Le cachet de Bruce Willis sur Le cachet de Bruce Willis sur Die Hard 1. C'était ni un Doliprane, ni un Exomuc. J'adore citer le Exomuc. C'était mon médicament préféré quand j'étais petit. Ouais, ça aurait pu, ouais. Mais donc le cachet de Bruce Willis pour Die Hard, 5 millions de dollars qu'avait réussi à arracher donc à John McTiernan et à ses producteurs l'agent de Bruce Willis à l'époque. Mais le studio se chiait dessus de donner autant à cette petite star qui à l'époque n'était pas du tout celle qu'on connaît maintenant. Et même du coup, et là je vais avoir besoin de toi Cyril, sur les posters, il y avait une espèce de schizophrénie, de véritable schizophrénie dans la promotion du film, parce que sur les posters, ils ne mettaient pas... voilà, regarde, reviens. Ils faisaient la promo du film avec le building, qui est certes un personnage essentiel, c'est un personnage clé du film, enfin, c'est un élément clé du film à tel point qu'il en devient un personnage, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, au bout d'un moment, il y en a un qui a dit, écoute, le film va sortir,
il va falloir peut-être montrer qu'il y a Bruce Willis, quoi. Mais ils avaient peur d'associer l'image de ce film d'action à Bruce Willis, qui était plutôt associé à de la comédie romantique, à du navet un petit peu, et à la série Clair de Lune, qui était humoristique. Et donc après, quand même, ils ont dit bon, ok, et tu peux mettre celui d'après. Ils ont quand même mis bang, Bruce Willis, Die Hard, et là on est plus dans ce qu'on connaît. Bref, vous voyez que déjà hein, le côté héros de l'histoire, il est à peine assumé, et ça c'est sûrement parce qu'il est plus un anti-héros qu'autre chose. Hein, donc, alors on pourrait discuter hein, des caractéristiques du anti-héros, parce que c'est tout ce qui ne partage pas les caractéristiques du héros, et si on parle du héros à la grecque, hein, on pourrait dire que le courage il en a, il a plein de trucs que possèdent les héros. On va dire le anti-héros par rapport aux normes de l'époque. Hein, donc les normes de l'époque, c'était de pouvoir absolument tout faire sans trembler une seule seconde et voilà, venir à bout d'une armée d'ennemis seul, hein, qui soit Viet Cong. Sans tirer, sans regarder où tu tires en fait. Même. Voilà, sans regarder où tu tires, exactement, DSK. C'est un mantra à lui. Donc là, il faut reconnaître qu'avec John McClane, ça démarre mal quand même. Hein. Le type, il a peur de voyager en avion, hein, il a le mal de l'air, il flippe d'être dans les airs. Dès qu'il entend des explosions, hein, son premier réflexe, c'est de tenter de joindre la police. Même si c'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'ils peuvent partir et ils ne partent pas. Hein. Mais bon, ça voilà. L'une des manières de le vaincre, hein, c'est de briser du verre sur le sol, hein, parce qu'il est pieds nus. Il n'arrive pas à casser une vitre avec ses pieds en un seul coup. Hein, ça voilà, une petite bite, hein, on pourrait le dire comme ça. Et même sa femme lui échappe, hein, puisqu'au cœur de Die Hard, c'est une dispute de couple, hein, et donc il est en instance de divorce. Et sa femme, elle veut même plus porter son nom de famille. Donc sa femme et ses gosses grillés. Donc John McClane. Niveau héros, voilà, hein, Schwarzenegger, il rigole très très fort. Et donc, sauf que McClane, il parvient à ses fins. Hein, et il vient à bout de tous les terroristes, hein, braqueurs. Il arrive même à reconquérir sa femme. Hein, ça, on va le voir après. Comme quoi, même si on n'est pas fait pour ça, quand on est déterminé, même en galérant 2 fois plus que les autres, on finit toujours par être le héros. Et j'ai envie de dire, hein, sur ce moment un petit peu solennel, que la seule limite, c'est l'imagination. Ah, ça, c'est le mantra de nous sommes des héros. Mais finalement, c'est ce côté humain qui a fait que ça a marché. On va dire c'est plus que humain en fait, parce que ce film, c'est une véritable leçon de storytelling. En fait, ils ont enrobé d'action et de suspense un film qui est profondément dramatique. Je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà. Il est mal avec sa femme, ce type. Voilà, alors qu'à l'époque, les héros, c'est ce qu'on appelle des pussy magnets, donc des aimants à femmes, pour être oui, c'est clair, le mec essaie de récupérer une femme. Ça, c'est à l'époque. Là, lui, il est en galère. La femme, c'est une femme ultra forte, comme on en a rarement vu dans les films d'action, même depuis. Elle arrive à tenir tête aux terroristes, elle arrive à prendre le relais. Elle fait partie de sans être exagérée, ouais, en plus. Sans être exagérée, elle fait partie de l'élite qui dirige. Elle dirige à côté de Tagaki. Donc c'est pas n'importe qui, Oli Gennaro ou Oli McClane. Il y a une véritable intrigue de suspense qui est installée. Les 20 premières minutes de Die Hard, au début, elles n'ont pas plu aux producteurs, aux exécutifs. Elles n'ont pas plu parce qu'ils ont dit c'est chiant, il n'y a pas d'action. Et ils ont dit, McTiernan et tout ça, ils ont dit on y va quand même parce que ça nous permet d'installer le truc. Et c'est vrai que pendant les 20 premières minutes, comme ça passe comme une lettre à la poste, hein, c'est bien huilé. Toute l'installation du personnage, le fait qu'il flippe en avion, qu'il va voir sa femme qui est partie à Los Angeles avec ses enfants, que lui c'est un flic de New York, qu'il n'est pas du tout habitué à la vie de luxe et même que ça le dérange. Je vous rappelle que dans la limousine, il monte à l'avant. Il monte à l'avant avec Argyle et il lui dit, il va pas monter à l'arrière de la limousine. Le seul qui va à l'arrière de la limousine, c'est Argyle quand il attend dans le parking. Donc on a toute la présentation comme ça, petit à petit, subtilement, on voit l'espèce de tête de con qui drague sa femme, qui sniffe de la schnouf. On voit tout. Et là, quand les éléments sont en jeu, paf. Et à chaque fois, c'est un chef-d'œuvre de storytelling d'ailleurs, les amis. Quand vous avez le plan qui se déroule étape par étape, c'est juste merveilleux. Et après, faudrait rendre aussi, on n'a pas le temps là, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne, mais on pourrait aussi rendre hommage, parce qu'un héros n'est rien sans un vilain. Exactement. À Hans Gruber. Je veux dire, Hans Gruber, ça reste Rogue. Quand même j'en parlais, Rogue, j'en parlais dans le live sur Venom. Hans Gruber, ça reste un des meilleurs méchants de films d'action qui ait jamais été fait. C'est-à-dire, c'est un mec qui improvise. Depuis quand les méchants dans les films, ils improvisent? Non, ils ont toujours un plan pour la domination mondiale. Ils rigolent toujours comme des parodies dans Rick et Morty.
là, le mec, il improvise, il est talentueux. Il arrive à faire passer, il arrive à disséminer un peu d'idéologie, soi-disant terroriste. En fait, c'est un braqueur. Et puis, bon, c'est super malin le truc. Donc voilà, Die Hard, ça reste un vrai chef-d'œuvre qui est inégalé, ni dans le 2, ni dans le 3, ni dans le 4, ni dans le 5, qui pourtant n'existe pas. Donc je sais même pas pourquoi j'en parle. Et on va voir maintenant, on pourra en dire beaucoup plus. Je sais qu'on pourrait parler de la manière dont ça a été tourné, c'est complètement fou. La manière dont ça a été monté aussi, complètement folle, les effets spéciaux. On en parlera peut-être dans la soirée. Mais là, j'ai envie que ça soit plus un débat ouvert. Il ne faut pas que ce soit que moi qui parle. Donc, on va parler un petit peu de l'héritage de Die Hard. Ça a créé complètement une folie furieuse donc de produits dérivés. Donc on verra les figurines avec Bruno, on verra les comics, on verra les jeux vidéo avec tous les geeks là, qui frétillent autour de la table. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on voit un truc qui est quand même beaucoup plus original. J'aimerais qu'on revienne à toi, Florent. Donc toi, on va. Ah oui, alors faudrait. Ah oui, c'est vrai. Faudrait peut-être remettre à la. Bah tiens, tu vas me faire une petite mise au point. Regarde, j'ai fini le logo. Ah voilà. Ah c'est bon. Attendez. Comment ? Allez, parfait. Alors, Maxime a fini le logo. Voilà, je t'ai fini quasiment le logo. Il est fou. Là, il est bon. Rapproche-le un petit peu. Rapproche-le de la webcam. Voilà. Là, donc là, vous voyez le logo. Donc ça, c'était le warm-up que Maxime a. Donc on va peut-être t'envoyer sur le pendant qu'il met le. Pendant que Bruno rebranche sa caméra, on va t'envoyer sur le prochain défi. Attends, parce que d'abord, la petite référence, parce qu'on a montré justement le logo avec la trace de pied ensanglantée. Et en fait, j'ai bien envie de faire sur la bague les petites traces de sang qui coulent dessus. Et ici, je vais vite fait sculpter une petite trace de pied. Et donc ça, on explique que c'est la bague que les gens pourront gagner sur le prochain live. On la fera gagner sur la prochaine live. On la fera gagner, voilà, on réfléchira à une mécanique simple et efficace, mais restez quand même là parce que peut-être que ça impliquera on ne sait pas comment ça va se passer, mais voilà. Donc là, tu vas faire plus d'informations tout à l'heure, c'est ça. Donc là, tu fais le petit pied. Exactement. Est-ce qu'on voit Florent ? Florent, qui je vous rappelle, est donc le fondateur de Cinescape à Aubagne. C'est bon. Et Florent, normalement. Est-ce qu'on entend Florent ? Donc rebonjour Florent. Donc toi, c'est assez simple. Bonjour. Die Hard, surtout le 3, ça t'a inspiré pour créer une salle d'escape room. L'escape room, on va peut-être rappeler ce que c'est brièvement. Toi, tu pourras mieux le faire. En 2 mots, les gens se retrouvent enfermés dans une pièce pour pouvoir résoudre des énigmes et ainsi sortir de la pièce. Globalement, c'est un peu le concept d'un escape. Parfait. Et donc, quand tout le monde a sa pièce, le tueur en série, qui coûte absolument rien à produire, ils vont chez Emmaüs, ils prennent 2 costumes, 3 traces de faux sang, de peinture rouge et ils te font une pièce. Toi, tu t'es dit, pour ta pièce tueur en série, tu es parti sur complètement autre chose et ta salle est folle. Ça, on l'a fait ensemble, ouais, c'est vrai. Ta salle est complètement folle, on va en parler après. Donc, est-ce que tu pourrais nous la présenter un petit peu, voilà, cette salle, le pitch de départ, comment tu l'as on le voit pas. Non, on voit pas. Est-ce que tu pourrais la présenter un petit peu ta salle ? Oui, alors donc la salle Die Hard, elle m'a été directement soufflée par mes collègues, amis, proches, Big etc. Up. Parce que c'était ma première expérience de création d'escape room. Ah, c'est ta toute première ? C'est la toute première que j'avais créée. Donc du coup, la première fois, elle n'était pas telle que vous l'avez jouée. Elle a vécu de 2 manières différentes. Mais quoi de plus simple et efficace que de créer une escape room sur déjà le thème où on doit résoudre des énigmes pour désamorcer des bombes. C'est vrai. Le thème initial se portait parfaitement. Parce qu'il faut dire que toi, ton thème, c'est que des films. Tu prends des films. Oui, exactement. Tu as une salle Inception, tu as une salle Le 5e élément, une salle Die Hard. Exactement. Et donc la salle Die Hard, inspiré d'eux, c'est toute la saga en fait qui m'a inspiré. C'est essentiellement le 3 qui est mis en avant sur cette pièce. Mais alors, à l'intérieur, je voudrais qu'on clarifie un truc de suite. Ouais. Finalement, partant du principe que Die Hard, la base de Die Hard, c'est une unité de lieu et une unité de temps, tu es parfaitement, du 1 et du 2, parce que le 3 c'est un peu plus compliqué, tu es parfaitement dans le thème du 1. Quoi. On est enfermé 1 heure dans la même pièce à essayer d'en sortir.
il est enfermé pendant 12 heures dans le Nakatomi Plaza à essayer d'en sortir. Donc finalement, on est dans le thème. C'est un petit peu capillotracté. Et sur Bruce Willis, on ne peut plus lui capillotracter quoi que ce soit en ce moment. Mais on est dedans. Donc continue, mais tu es parfaitement dans le thème. Dans le 2 aussi, il y a 50 minutes pour vivre, exactement. etc. Voilà. Donc c'est effectivement le thème. Mais là, dans l'idée, c'était vraiment faire une synthèse des 5 en fait, dans une seule pièce. Des 3. Des 3. Des 3. 3 plus 2. Les 3. Non, mais j'ai bien aimé ton petit clin d'œil à Jurassic World 2 dans la salle. Qui ressort ça. De quoi on parle? Donc ouais, non, en fait, il y a plein de clins d'œil de tous les films. Donc du coup, et essentiellement donc du 3 évidemment parce que des bombes à désamorcer, etc. Et oui, donc alors nous on va raconter, alors on va pas la spoiler parce que pour ceux qui voudraient y aller, sincèrement je vous conseille d'y aller. Parce que moi c'est une des meilleures salles que j'ai faites. Je te le dis même pas, enfin je te dis pas parce que tu es là ou quoi, c'est vraiment une des meilleures salles que j'ai faites. Je me suis régalé. C'était la première fois dans toute, j'en ai quand même fait quelques-uns d'escape room. C'est la première fois qu'il y avait des programmes informatiques jouables entre guillemets. Qui ont été conçus spécialement pour une salle. J'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, j'étais toujours resté à l'aspect un peu cheap de certaines salles. Où non, mais plutôt, tu sens que c'est vraiment emmerdé. En fait, c'est pour ça aussi que j'apprécie que tu sois là ce soir, c'est que on sent que ta salle, c'est de l'artisanat aussi quoi derrière. C'est vraiment, tu as fabriqué les pièces, tu les as bien calculées. Je pense que tu travailles avec des artisans aussi pour ça. Exactement. Moi, la plus folle pour moi en tête, ça reste quand même le 5e élément. Même, oui, mais moi je suis moins fan. Mais ouais, je comprends. Moi je suis moins fan. Mais elle est complètement ouf aussi. Mais les 5e éléments, il y a carrément le décor, mais tout l'aspect décor. Mais ce qui est bien dans cette salle, c'est que moi, les petits détails aussi, tu vois, le côté artisanal, juste la pancarte, quoi. Complètement. Alors la pancarte qui est coupée évidemment, parce qu'on n'a pas de problème, donc c'est I hate, et puis vous mettez ce que vous voulez. Macron, DSK, Jurassic World 2, vous mettez absolument ce que vous voulez. Die Hard 4 et 5. C'est devenu un mème, mais donc voilà, non, moi je t'avoue que j'ai un peu peur maintenant des salles des tueurs en série et des salles à l'assaut, parce qu'à chaque fois, j'en ai fait une récemment. C'est cool, mais c'est cheap. C'est très cheap. J'en ai fait une. Bon, je vais pas dire. Je te dirai après où c'était. Mais voilà. Et là, la tienne, en fait, c'est pas cheap du tout et c'est une vraie expérience. Et tu es dedans. Tu es dedans en permanence. Carrément. Voilà. Merci beaucoup. Le truc que j'ai bien aimé aussi, c'est la fenêtre. Tu as une fenêtre à un moment. Et les bruits dans la rue, quoi. Il y a du bruit dans la rue et puis ça. C'est le mini détail, mais qui te met l'ambiance, quoi. Qui te met l'ambiance. C'est voilà, ta salle, elle est très immersive, très immersive. Il me tarde de venir faire Inception. Ouais, je peux quand même le dire, mais bon, nous on n'a pas réussi à le faire. Nous on est mort à un moment où... Alors, mais on est mort avec Steve. Ah oui, non, mais oui. On a explosé. On a explosé, mais j'ai arraché en criant. Donc ça va, je me suis dit, allez, j'y vais. Voilà. Mais tu as été très sympa et tu nous as... Voilà, il y a un petit reset parce que voilà, tu as été très sympa et tu n'es pas non plus là pour emmerder les gens. Donc tu avais activé la sauvegarde, on va dire. Donc on a chargé une sauvegarde un petit peu avant. Combien de temps tu as mis à la faire cette salle? 3 mois en comptant l'écriture, les travaux, sachant qu'à la base c'était un hangar donc tout vide. Il a fallu faire les murs, la déco, l'électricité, tout ce qui est avec. Tu as ouvert avec combien de salles? Avec une salle pendant 3 mois. Dès que j'ai ouvert, j'avais que Die Hard. En décembre, j'ai ouvert Inception. Et ensuite, 1 an et demi plus tard, 5e élément. D'accord. Et donc la première version, est-ce que ce qui changeait, c'était justement tout cet aspect un petit peu informatisé, un peu... Il y avait toujours la bombe. En fait, c'est la même trame de fond, avec le même passage de pièces, parce que c'est pas vraiment un secret, mais voilà, donc on commence au poste de police, on enquête sur un poseur de bombe, et ensuite on se rend chez la personne. Donc il y a la même trame de fond, mais il y a plus d'électronique dans la deuxième que dans la première. Dans la première, c'était plus, on se retrouvait dans un squat de camé, il fallait peser des sachets de drogue, donc il y avait beaucoup plus de cadenas et beaucoup plus de codes, beaucoup plus de fouilles. Et vu que je suis un peu allergique à ça, je suis devenu allergique à force d'en faire en tant que joueur. Je suis devenu un peu allergique à... chier, dis-le. Ouais. Quand on ouvre 10 cadenas dans une session, ça me fait chier. Donc du coup, j'ai voulu un peu enlever de ça et j'ai voulu créer une deuxième session, une deuxième version. Une version où il y a justement... Où du coup il y a beaucoup moins de cadenas et plus électronique. On va pas dire pourquoi, mais il y a un moment où tu te retrouves sur un ordinateur à devoir faire quelque chose. Et donc tout ça, c'est complètement original, ça a été créé pour l'occasion. Et donc ça, tu travailles avec qui? Tu travailles avec quelqu'un ou c'est toi qui... Ouais, non, c'est pas moi qui code. C'est un ami que j'ai connu pour l'occasion d'ailleurs, pour créer Cinescape.
On me l'a présenté. Il est électronicien. Comment il s'appelle? On lui fait un big up. Olivier. Big up à si toi, tu nous entends, à mon avis. Donc voilà, il est en train de créer sa société par rapport à ça justement, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours travaillé de concert pour donc il m'aidait dans mes réalisations. Et maintenant, oh la belle trace de pas. Il a fait une trace de pas. Donc regardez, alors on fait un petit point. Donc là, ça y est. Ouais, là, comme ça, tu me lances sur le deuxième défi. Là, c'est fini. On va lancer sur le deuxième défi. On revient à toi. Pas de souci, pas de souci. Dans 2 minutes. Flo. Je pense qu'on a fini là, c'est bon. Donc là, voilà. Mais moi, il faut envoyer ça à McTiernan, quoi. Je veux dire, c'est volontiers, mec. C'est énorme. C'est énorme. Le mec disait, je ne rappelle pas son nom, mais il est interviewé dans le truc. Le mec disait que la première version du logo, McTiernan l'a refusé parce que ça ressemblait trop à une croix gammée. C'était vraiment, ça ressemblait à une Vatiska, donc ils ont. En plus, c'est des Allemands. Ouais, bon. En plus, c'est des Allemands, donc ils ont refusé. Mais alors là, c'est des Japonais. Là, c'est des Japonais. Bon, on est parfait. Max, hein. c'est complètement samouraï un peu. Ouais. Oh. Ouais, mais du alors, coup. alors justement, parlons-en de ce logo. En fait, ce logo, c'est à la fois un casque et les épaules du samouraï. Ouais. Et ça ressemble un petit peu à l'apparence du building qui est sur 3 niveaux aussi. Et le building, donc c'est le Fox Plaza, hein, puisque c'est un building qui appartenait à la Fox, qui était en construction à l'époque aussi de. Les 3 étages en question étaient en construction à l'époque du tournage du film. Ils avaient fait promettre à McTiernan de ne rien casser. La promesse a été évidemment absolument pas tenue. Mais voilà, donc c'est. Ce building, il ressemble, enfin, il y a cette espèce de côté ambivalent justement où ça ressemble à la fois au samouraï et donc à la détermination du business japonais et tout ça, et au building en question dans sa forme. J'aime bien l'explication, tu vois, pour le coup. Oui, j'aurais dû la donner au début, mais voilà, heureusement que tu en as parlé parce que je ne m'en souvenais plus qu'il fallait. Ça, je savais pas, hein, c'est juste que ça m'a fait penser au casque de samouraï. Ah ouais, non, c'est la tempête dehors ou. Oui. C'est classique. Il a mis un pochon, et ça, Cyril en pochon, il s'y connaît. Hein. Cyril, son compte préféré, spécial dédicace. C'est les 3 petits pochons. Hein. C'est pas. C'est les 3 petits pochons. Elle est pas mal. Ça. Alors c'est lui qui coupe les. Alors vas-y, on voit des questions là. Entre autres, oui. Ah. Parce que quand je fais comme ça, je sors du champ. C'est pas que je t'écoute. T'inquiète. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Il vaut mieux qu'on regarde là. Alors oui. Je te vois là. Oui, tu veux pas un micro ? Tiens, mais sinon, dis-moi-le et moi je l'ai redit à vote. Dis-moi-le et moi je l'ai dit à vote, si tu veux. Ou comme tu veux. Ou tiens, je te passe mon. Cyril, l'homme qui murmurait à l'oreille de Maxime. Donc là, c'est des questions. Voilà, on a plein de questions pour vous, c'est cool. C'est bon. C'est cool. On a plein de questions de vous pour Flo. Alors c'est génial. D'ailleurs, Maxime, tu rapprocheras le micro de ta bouche. Ça marche mieux. Alors du coup, pour gagner la jolie bague, on en parlera à la fin. On va d'abord faire les questions pour Cinescape. Voilà, restez quand même, soyez sympa, restez. Alors, est-ce que la saga Retour vers le futur serait adaptable en escape room ou pas du tout? Oh. Grosse question. Ça a l'air la prochaine. Qui met la pression. Ouais. Ce n'est pas la prochaine. Non, il existe déjà des salles pas très loin qui s'inspirent de vite fait. Enfin, en tous les cas, le titre de la salle, c'est Retour vers le futur. C'est chez qui ça, tu peux le dire ou... Je peux le dire, c'est chez Time Out. Ah bon? Ouais. Ils ont une salle. C'est nouveau alors. C'est à la Valentine? Non, rue Paradis. Ah ouais. C'est pas nouveau, c'est un petit moment que ça existe. Ah non, mais attends, c'est le laboratoire. Ouais. Ils appellent ça Retour vers le futur, donc. C'est une casquette de moi dans un fond. Donc du coup, je voulais éviter d'avoir une salle qui fasse bis repetita avec une salle ayant le même titre. Ok, bon, tu es noble. C'est très noble. Ok. Alors. Mais si tu la faisais toi, ça donnerait quoi? Plus d'électronique. La salle exorciste, ça se passe où? À l'église du Sacré-Cœur. J'ai envie de la faire. Alors, c'est une des premières salles que j'ai voulu créer, la salle exorciste. Ah ouais. Et avec une poupée mécatronique en mode Dr Maboul pour les adultes. Ah mais est-ce que la poupée te vomissait garde dessus? tes idées quand même. Va pas tout balancer. Ouais. Mais voilà, donc c'est dans un coin de placard. Peut-être un jour ça sortira, mais pour le moment c'est dans un coin. Ça sent très bon quand même. Allez, encore une question pour toi. Mr Nose qui dit, mais ça se passe comment Inception?
des escaliers au plafond. Ah non, 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 mais alors par contre, moi je dois aller la faire dans pas de spoil du coup. Alors soit je m'en vais, soit. Mais à ce qui paraît, le plafond est fou. Et coucou Mister Nose qui était là sur le dernier Venom. Salut à vous, à tous. Pour ce qui est de Inception, la déco, je me suis un peu envoyé parce que j'ai la chance, entre guillemets, d'être dans un hangar avec 6 mètres de hauteur sous plafond. Donc je me suis fait un petit plaisir. Mais il faudra venir pour le voir. Hein, voilà. Exactement. Je suis désolé, Mister Nose. Si tu veux, je ferai une photo et je te l'enverrai en privé. Mister Nose, celui qui nous avait parlé sur le dernier live Venom et qui avait été très intéressant. Donc merci Mister Nose. Alors, est-ce que Fresberry est là ce soir? Je ne saurais pas. C'est la modératrice de Bob, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, mais là, je suis pas sûr. Là, Bob, il se repose. Donc non. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question Tout à fait. Toujours une question pour Florent. Donc, c'est combien de joueurs par salle? 4 ou 6? Et à partir de quel âge? Alors, à partir de 11 à 15 accompagnés d'adultes, 11 à 14 accompagnés d'adultes, 15 plus en autonomie. En dessous, c'est offert parce que c'est un peu trop complexe pour la réflexion. Après, pour ce qui est de combien, c'est de 2 jusqu'à 7 joueurs, ça dépend des salles. Ah, cool. Ok. Tac. On reste. Alors, on revient un peu sur Die Hard. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut juste envoyer Maxime sur le prochain défi? Parce que là, il fait rien. C'est vrai. Le temps, c'est de l'argent. Donc, j'aimerais qu'on rentabilise. On est en marche. Répondez. Hein, on est disruptif. Il faut y aller. Bah, si, c'est peut-être pour réagir au thème. Réagir au thème, oui. Allez, tiens. Donc, c'est qui l'a trouvé? C'est Bruno, hein, cette idée-là? Le suite, c'est toi qui as. C'est Cyril, je crois. C'est Cyril? C'est qui a trouvé cette idée? Ah, c'est Cyril, oui, c'est Cyril. Cyril a eu une idée. On s'est demandé, pendant 3 semaines, on s'est demandé ce que pourrait sculpter Maxime. Moi, j'étais sur le visage de Bruce. J'y ai beaucoup réfléchi et au final, c'est la seule chose iconique qui, en fait. C'est une des choses iconiques. Alors, démarrer la réussite de McLean. Complètement. Moi, j'avais en idée un pied avec du sang, avec un petit pendentif. Tu l'as sur le premier. Voilà, on l'a sur le premier. Le défi est rempli, Max. De toute façon, tu sais très bien que j'aime tes limites puisque tu n'en as pas. Toi, tu avais en idée de faire la tête ou le badge. On avait parlé du badge. Ouais, j'aimais bien le badge de police, moi. Mais tu vois, on n'était pas chaud. Et là est arrivé un fou furieux du nom de Cyril qui nous a dit, les gars, vous allez sculpter. Alors rappelez-vous, comment il s'appelle le frère de Carl dans Die Hard? Je me rappelle pas. En plus, il faut que je trouve l'écran. Il faut que je trouve les images. Tu m'as envoyé sur Messenger? Non, c'est pas Tony. C'est Tony? C'est celui qui. Ouais, Tony, voilà. Donc. Non, ça c'est le nom de l'acteur, je crois. Mais enfin, on verra. Donc, vous avez le frère du terroriste, du grand blond terroriste, qui est tué par Bruce Willis et qui est renvoyé dans l'ascenseur. Et il porte un sweatshirt sur lequel est marqué maintenant. J'ai un pistolet, j'ai un semi-automatique. Ho, ho, ho. Eh bien, ce t-shirt, Maxime va l'adapter. Ce sweatshirt, pardon. Maxime va l'adapter en bague. Donc, on va faire la première bague sweatshirt voilà. qui existe. Donc, c'est complètement fou.